Le téléphone cellulaire était à l'autre bout de la pièce, devant un classeur. L'engin ne semblait pas cassé, mais Johnny tira l'antenne et ouvrit le micro. Le téléphone émit un bip et un S apparut. Bien, mais il n'y avait pas les barres de transmission. Mauvais, très mauvais. Il fallait pourtant qu'il essaye. Il s'acharna sur la touche non menu jusqu'à ce qu'apparaisse Steve, puis pressa le bouton envoi. Monsieur Marinville, appela Marie depuis la porte. Nous devons partir. Oui, je sais. Une seconde, dit Johnny. Mais rien, ni sonnerie, ni voix de robot, juste un très lointain ronronnement, un peu comme lorsqu'on met l'oreille dans un coquillage. Merde, dit-il en refermant le micro. Mais c'était Steve, je le sais. Si seulement on était sorti 30 secondes plus tôt, 30 petites secondes. Johnny, s'il vous plaît, répéta Marie. Oui, j'arrive, répondit-il. Il la suivit en bas. Marie tenait le Rossi à la main, et quand ils furent tous dehors, Johnny vit que David Carver avait repris le revolver qui pendait le long de sa jambe. Ralph tenait maintenant un des fusils. Il le tenait au creux du bras, comme s'il était Daniel Boone. « Oh, Johnny !» dit une voix moqueuse dans sa tête, celle de Terry, la salope Grantin, qui avait goûté la première à sa flèche d'amour. « Ne me dis pas que t'es jaloux de monsieur banlieusard de Loyo ?»« Peut-être, et alors, juste un peu. Surtout parce que le fusil de monsieur banlieusard de Loyo est chargé, contrairement à la Mossberg que Johnny venait de ramasser. »« C'est un Ruger 44, disait le vieil homme à Ralph. 4 balles. Je ne l'ai pas armé, souvenez-vous-en, si vous devez tirer. »« Je m'en souviendrai, répondit Ralph. Et faites attention au recul, ajouta le vieil homme. Billingsley prit la dernière arme, le 30-06. Un instant, Johnny pensa que le vieux con allait lui proposer un échange, mais il n'en fit rien. Bon, très bien, dit Billingsley, je crois qu'on est prêt. Ne tirez sur personne, à moins qu'on nous attaque. Et ne ratez pas votre coup, on n'a pas beaucoup de munitions. Est-ce que vous comprenez, Carver? Oui, répondit-il. Et toi, petit? Oui, répondit David. Et vous, madame? Oui, dit Marie, qui semblait se résigner aux madame, du moins jusqu'à ce qu'elle retourne à la civilisation. Et je ne lancerai pas ma massue avant qu'il soit tout prêt, je le promets, dit Johnny. Il avait voulu plaisanter pour détendre l'atmosphère, mais il ne reçut de Billingsley qu'un regard de froid mépris qu'il ne pensait pas mériter. Est-ce que je vous pose un problème, monsieur Billingsley demanda Johnny. Je n'aime pas beaucoup votre allure, répondit-il. On n'a pas beaucoup de respect dans nos régions pour les hommes d'âge mûr qui portent les cheveux longs. Quant à savoir si vous me posez un problème, je ne peux pas encore vous le dire. Pour autant que je puisse en juger, dit Johnny, dans vos régions, on tire sur les gens à vue et on les pend comme des trophées de chasse. Alors vous m'excuserez si je ne prends pas votre opinion trop à cœur. Écoutez un peu, commença le vieil homme. Et si mes cheveux vous restent en travers de la gorge, le coupa Johnny, parce que vous n'avez pas eu votre bouteille de torboyau quotidienne, eh ben, ne vous en prenez pas à moi. Il eut honte quand il vit l'éclair dans les yeux du vieil homme, et en même temps, il en éprouva une satisfaction amère. Il connaissait son monde. Il y avait beaucoup de cons suffisants aux alcooliques anonymes, mais ils avaient raison sur un point. On reconnaissait ses pairs, même quand on ne pouvait pas sentir l'alcool dans leur haleine ou le voir suinter des pores de leur peau. On pouvait presque les entendre dans sa tête comme un sonar. « Mais arrêtez, lui dit Marie. Si vous voulez faire le con, attendez les vacances. » Johnny la regarda, blessé par le ton de sa voix, prêt à dire une puérilité du genre « C'est lui qui a commencé. » « Où allons-nous » demanda David, en promenant sa torche sur la façade d'une cafétéria et d'une boutique de vidéos. « Là, les coyotes et le busard que j'ai vus sont partis. »« Oui, peut-être, mais pas très loin, je crois, » dit Ralph. « Mais si on filait pour de bon, est-ce que vous avez trouvé des clés de voiture » demanda-t-il. Johnny fouilla dans une poche et en ressortit le trousseau que David avait pris au flic mort. « J'ai juste un jeu ici, dit-il. Je pense qu'elle correspond à la voiture que conduisait Entragan. »« Qu'il conduit » rectifia David. « Il l'a prise. C'est dans cette voiture qu'il a emmené ma maman. » Il avait dit cela avec un visage impassible. Son père posa une main sur sa nuque. « Il serait peut-être plus sage de ne pas conduire, de toute façon, » dit Ralph. « Une voiture, ça se remarque quand elle est seule dans les rues. »« Ouais, mais on peut aller n'importe où, au moins pour commencer, » dit Marie. « N'importe où, oui, mais aussi loin que possible de la base de ce flic, » dit Johnny. « C'est du moins l'avis du compte-service. » Marie lui décocha un regard furieux que Johnny soutint sans détourner les yeux.
Au bout d'un moment, elle rougit et détourna les siens. On ferait bien de se cacher, au moins un moment, dit Ralph. Mais où demanda Marie. Est-ce que vous avez une idée, monsieur Billingsley demanda David. Oui, dans l'Ouest américain, répondit le vieil homme. Je crois que ce serait pas mal pour commencer. Qu'est-ce que c'est demanda Johnny. Un bar? Non, c'est un cinéma, dit Marie. Je l'ai vu quand il nous a amenés en ville, mais il avait l'air fermé. Oui, il l'est, répondit Billingsley. On l'aurait détruit il y a 10 ans, si on avait eu autre chose à mettre à la place. Il est fermé, mais je sais comment y entrer. Venez. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit à propos des munitions. Ne tirez qu'en cas de nécessité. Et restons groupés, ajouta Ralph. Allez, conduisez-nous, monsieur Billingsley. Une fois de plus, Johnny ferma la marche, tandis qu'il partait vers le nord, dans Main Street, les épaules voûtées pour lutter contre le vent d'ouest. Johnny regarda Billingsley, celui qui connaissait le moyen d'entrer dans le vieux cinéma. Billingsley, qui finalement, une fois qu'on le lançait, avait toutes sortes d'opinions sur toutes sortes de problèmes. T'es un alcoolique de la première heure, hein, mon ami? Tu entends toutes les cloches et tous les sifflets? Si c'était le cas, le gaillard ne fonctionnait pas mal pour un type qui n'avait rien bu depuis un moment. Johnny aurait aimé atténuer la douleur que lui faisait subir son nez, et il se disait qu'un petit verre dans le buffet pourrait être un investissement pour l'avenir. Il passait justement sous le porche délabré du club du hibou de désolation. « Attendez une seconde, fit Johnny. Je fais un tour là-dedans. »« Mais est-ce que vous êtes fou ?» demanda Marie. « Il faut qu'on quitte la rue. »« Mais pour l'instant, il n'y a personne d'autre que nous dans cette rue, dit Johnny. Vous n'avez pas remarqué ? Écoutez, dit-il sur un ton qu'il voulait plus raisonnable. Je veux seulement de l'aspirine. Mon nez me fait un mal de chien. 30 secondes, 1 minute au maximum. Il essaya d'ouvrir la porte avant qu'elle puisse répondre. Elle était fermée. Il frappa la vitre de la croche de sa carabine, s'attendant au hurlement d'une sirène d'alarme, mais il n'eut que celui du vent et le tintement du verre tombant sur le carrelage à l'intérieur. Johnny enleva les quelques bouts de verre encore accrochés autour de la fenêtre et passa la main à l'intérieur pour ouvrir le verrou. « Regardez » murmura Ralph en montrant l'autre côté de la rue. 4 coyotes s'étaient assis devant un petit immeuble de briques portant les mots « voirie » sur une fenêtre et « service des eaux » sur une autre. Ils ne bougeaient pas, mais leurs yeux étaient fixés sur le petit groupe d'humains de l'autre côté de la rue. Un 5e arriva du sud entre-temps et vint les rejoindre. Marie leva son rossi et le pointa vers les coyotes. David Carver le poussa vers le bas, le visage lointain. « Non, ça va, ils veulent juste regarder, » dit David. Johnny trouva le verrou, le tourna et ouvrit la porte. L'interrupteur, à gauche, alluma une rangée de vieilles lampes fluorescentes ressemblant à des bacs à glaçons renversés. Elles éclairèrent une petite zone de restauration, déserte, quelques machines à sous, éteintes, et 2 tables de black-jack. Au plafond était suspendu un perroquet. Johnny crut tout d'abord qu'il était empaillé, mais quand il s'approcha, il vit les yeux exorbités et la flaque de sang et de déjection sur le bois d'une table en dessous. C'était un vrai perroquet, mais quelqu'un l'avait pendu. Entragian ne devait pas aimer sa façon de dire « Jacko veut un biscuit », se dit Johnny, en réprimant une envie de rire. Le club du hibou sentait le vieux hamburger et la bière. Au fond de la pièce, une petite boutique offrit à Johnny ce qu'il cherchait, une grosse boîte d'aspirine. Puis il passa derrière le bar. « Dépêchez-vous » lui cria Marie. « Est-ce que vous ne pouvez pas vous dépêcher ?»« J'arrive » répondit-il. Un homme, avec un pantalon noir et une chemise qui avait été blanche, gisait sur le lino, levant vers Johnny des yeux aussi vitreux que ceux du perroquet pendu. Le barman, à en croire ses vêtements, on lui avait coupé la gorge. Johnny prit une bouteille de whisky Jim Beam sur l'étagère. Il la leva vers la lumière 1 seconde pour vérifier qu'elle était assez pleine, puis se dépêcha de ressortir. Une pensée, pas gentille, tenta de faire surface, mais il la repoussa. Il eut du mal. Il voulait lubrifier le vieux soigneur de chevaux, c'était tout, le détendre. Au fond, c'était un acte de charité chrétienne. « Tu es plus qu'un amour, » dit Terry dans sa tête. « Tu es un saint, tu le sais. Saint Jean le lubrificateur. » Et bien sûr, elle le gratifia de son rire cynique. « Oh, ta gueule, salope !» se dit-il. Mais, comme toujours, Terry rechignait à partir. « Calme-toi, Steven, c'est le seul moyen de sortir de là. Si tu t'affoles, il y a toutes les chances pour que vous mouriez tous les deux dans ce foutu camion de location. »
Il passa la marche arrière, et se dirigeant grâce au rétroviseur extérieur, il n'osait pas ouvrir la porte et se pencher dehors, parce qu'il aurait été trop facile pour un busard en piqué de lui casser le cou. Et il commença à reculer. Le vent avait à nouveau fraîchi, mais cela ne l'empêcha pas d'entendre le bruit quand les pneus passèrent sur les scorpions. C'était comme quand on mâche des céréales croustillantes. Attention de ne pas sortir de la route, pensa-t-il. Pour l'amour de Dieu. Ils ne nous suivent pas, dit Cynthia, avec un évident soulagement dans la voix. Il jeta un coup d'œil, vit qu'elle avait raison et s'arrêta. Il avait reculé d'une vingtaine de mètres, assez loin pour que la roulotte de tête, en travers de la route, ne soit plus qu'une vague forme dans le sable volant. Il voyait des taches brunes et gluantes sur le sable d'un blanc grisâtre qui recouvrait la route. De là où il était, on aurait dit des bousses de vache, et les autres s'éloignaient. Dans un moment, il aurait du mal à croire à la réalité de ce qu'il avait vu. Oh, ils étaient bien là. Si tu commences à en douter, vieux frère, tu n'as qu'à regarder l'oiseau mort qui bloque encore la ventilation en bas du pare-brise. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant demanda Cynthia. Je n'en sais rien, dit Steve. Il regarda par sa vitre et vit le café de la Rose des Sables. La moitié de son auvent rose avait été emportée par la bourrasque. Il regarda par la vitre de Cynthia et vit un espace libre avec 3 planches clouées en travers de l'entrée. Défense d'entrée avait été peinte sur la planche du milieu en capitale blanche dégoulinante. Un habitant du lieu qui ne connaissait pas le sens du mot hospitalité, peut-être. Quelque chose veut nous retenir dans cette ville, dit Cynthia. Tu le sens, non? Il fit reculer le rider dans le parking de la Rose des Sables en essayant de réfléchir à un plan. Au lieu de cela, une série d'images et de mots sans rapport entre eux lui vint à l'esprit. La poupée gisant au pied des marches du camping-car, les tractors disant qu'elle s'appelait Urgence et qu'on pouvait la joindre au SAMU. Johnny Cash expliquant comment il avait eu sa voiture, pièce après pièce. Des corps pendus à des patères, un poisson rouge nageant entre les doigts d'une main au fond d'un aquarium, le bavoir du bébé, le serpent sur la paillasse dans la cuisine, sous le micro-ondes. Il se rendit compte qu'il frôlait la panique, qu'il était peut-être sur le point de faire quelque chose de vraiment stupide, et il chercha ce qui pourrait l'écarter du précipice, ramener sa pensée sur des rails. Ce qui lui vint alors à l'esprit, inexplicablement, ce fut une image qu'il n'avait pas sollicitée. L'image, la plus claire encore qu'aucune des précédentes, de la sculpture en pierre qu'ils avaient trouvée près des ordinateurs dans le baraquement. Le coyote à la drôle de tête inclinée et aux yeux perçants, le coyote dont la langue était un serpent. Il devrait y avoir une photo de ce truc pour illustrer le mot hideux dans le dictionnaire, avait dit Cynthia. Et elle avait raison, oh oui, pas de doute. Mais Stephen fut soudain assailli par l'idée qu'une chose aussi laide devait posséder un pouvoir. Tu veux rire, pensa-t-il. La radio s'est allumée et éteinte quand tu l'as touchée. Les lampes ont vacillé et l'aquarium a explosé. Bien sûr qu'elle possède un pouvoir. Qu'est-ce que c'était que cette statue qu'on a trouvée là-bas demanda-t-il. Qu'est-ce qu'elle signifiait? Je ne sais pas, dit Cynthia. Tout ce que je sais, c'est que quand je l'ai touchée. Et quoi, quand tu l'as touchée? Hein, quoi? Eh bien, il m'a semblé que je me souvenais de toutes les pires choses qui me sont jamais arrivées dans ma vie. Silvia Marcucci, me crachant dessus en 4e dans la cour de récréation. Elle prétendait que je lui avais pris son petit ami, et je ne savais même pas de quoi elle parlait. Puis la fois où mon père s'est saoulé au second mariage de ma tante, et m'a tripoté les fesses pendant qu'on dansait, prétendait que c'était par accident. Comme si son érection était aussi un accident, dit-elle en levant la main vers sa tempe. Puis les fois où on m'a crié après, où je me suis fait jeter. Richie m'arrachant presque l'oreille. Oui, j'ai pensé à tout ça. Oui, dit Steve, mais à quoi est-ce que tu as vraiment pensé? Elle sembla un instant sur le point de lui dire de ne pas faire le malin, mais se ravisa. Au sexe, dit-elle, avec un soupir saccadé. Pas seulement baiser, mais tout. Plus c'était sale, mieux c'était. Oh oui, pensa Steve, c'est ça. Plus c'était sale, mieux c'était. Des choses qu'on peut avoir envie d'essayer, mais dont on ne parlerait jamais. Des expériences. Mais à quoi tu penses demanda Cynthia. Sa voix était curieusement aiguë, mais aussi acerbe comme une odeur âcre. Steve la regarda et se demanda soudain si elle avait une chatte étroite. Une pensée folle à un moment pareil, mais c'était ce qui lui vint à l'esprit. « Steve, dit-elle d'un ton plus mordant encore, à quoi tu penses ?»« À rien, dit-il, de la voix épaisse d'un homme qui lutte contre l'endormissement. « À rien, t'en fais pas. »
Est-ce que ça commence par un C et se termine par un E demanda Cynthia. En fait, ma chère, pensa Steve, con se termine par un N, mais tu brûles. Mais qu'est-ce qui n'allait pas chez lui, nom de Dieu? C'était comme si cette drôle de pierre avait allumé une autre radio dans sa tête, et cette fois elle diffusait une voix qui était presque la sienne. Et de quoi tu parles demanda-t-il à Cynthia. Coyote, dit-elle, en détachant les syllabes comme un enfant. Non, elle ne l'accusait de rien, mais il se dit que l'avoir supposé brièvement était une erreur assez naturelle. Elle était soudain tout excitée. Oui, ce truc dans le labo, dit-elle. Si on l'avait, il nous sortirait d'ici. Je sais qu'il pourrait, Steve. Et ne perds pas de temps, notre temps, à me dire que je suis folle. Étant donné ce qu'ils avaient vu et ce qui leur était arrivé ces 90 dernières minutes, ils n'avaient aucune intention de le faire. Si elle était folle, ils l'étaient tous les deux. Mais tu m'as dit de ne pas le toucher tout à l'heure, dit Steve. Il avait encore du mal à parler, c'était comme si de la boue ralentissait les rouages de sa pensée. Tu m'as dit que c'était, ajouta-t-il. Mais que c'était quoi? Qu'est-ce qu'elle avait dit? Ah oui, c'est ça. Touche-le, Steve, c'est bon. Ah non, mauvais, au contraire. Oui, tu as dit que c'était mauvais. Elle lui sourit. Dans la lueur verte du tableau de bord, son sourire parut cruel. Tu veux quelque chose de mauvais demanda-t-elle. Sens un peu ça. Et elle lui prit la main et l'inséra entre ses jambes. Et elle leva 2 fois les fesses. Steve referma la main sur la sienne, assez fort pour lui faire mal peut-être, mais elle garda le sourire. Son sourire s'élargit même. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et pourquoi, nom de Dieu? Pourquoi maintenant? Il entendit la voix, mais elle était presque perdue, comme une voix criant au feu dans une salle de bal pleine de gens en train de brailler plus fort qu'une musique tonitruante. La fente entre ses jambes était plus proche, plus urgente. Il la sentait à travers son jean, et elle brûlait. Oh oui, elle brûlait. Elle a dit que son nom était Urgence, et elle a demandé à voir mon pistolet. Oh, tu vas le voir, t'en fais pas, chérie. Un 38 sur une carcasse de 45, ça tire des balles mortelles comme des boulets de canon. Il fit un effort surhumain pour se reprendre, s'accrocher à n'importe quoi qui fermerait l'enceinte de confinement avant que le réacteur ne fonde. Il s'accrocha à une image, l'expression curieuse et méfiante du visage de Cynthia quand elle l'avait regardé par la porte ouverte du camion, hésitant à monter, ses grands yeux bleus le jaugeant d'abord, pour savoir s'il était le genre de type à la mordre ou à lui extorquer quelque chose. Une oreille, par exemple. « Est-ce que vous êtes un type gentil ?» avait-elle demandé. Il avait répondu « Oui, je crois ». Et puis le type gentil qu'il était l'avait emmené dans cette ville de mort, et il lui glissait la main entre les cuisses, et il pensait qu'elle aimerait la baiser et lui faire mal aussi. Une sorte d'expérience, pourrait-on dire, à la fois plaisir et douleur, sucré et salé. Oui, bien sûr, parce que c'était comme ça qu'on faisait au pays des loups, c'était comme ça qu'on faisait dans la maison des scorpions, c'est ce qu'on prenait pour de l'amour à désolation. Est-ce que vous êtes quelqu'un de gentil? Vous n'êtes pas un tueur en série complètement dingue, ou je ne sais quoi? Êtes-vous gentil? Êtes-vous gentil? Êtes-vous quelqu'un de gentil? Et il retira sa main en frissonnant. Il se tourna vers la fenêtre et regarda dans l'obscurité venteuse le sable voltiger comme de la neige. Il avait conscience de la sueur sur sa poitrine, sur ses bras, sous ses aisselles, et bien qu'il se sentît un peu mieux, il savait qu'il était toujours malade, qu'il oscillait entre la crise de nerfs et le délire. Maintenant qu'il avait pensé au loup de pierre, il n'arrivait pas à l'effacer de son esprit, semblait-il. Il voyait sans cesse sa tête tourner et ses yeux perçants. Il était ancré dans sa tête comme une habitude contrariée. « Mais qu'est-ce qui ne va pas ?» gémit Cynthia. « Seigneur, Steve, je ne voulais pas. Qu'est-ce qui nous arrive ?»« Je n'en sais rien, » réussit-il à dire. « Mais je vais te dire une chose que je sais. On a eu un avant-goût de ce qui se passe dans cette ville, et je n'aime pas ça. Je n'arrive pas à enlever ce putain de truc en pierre de ma tête. » Il finit par trouver le courage de la regarder. Elle était tout contre sa portière, comme une adolescente effrayée le soir d'un premier rendez-vous qui va un peu trop loin. Et bien qu'elle parût assez calme, elle avait les joues en feu, et elle séchait des larmes de sa main. « Moi non plus, » dit Cynthia. « Je me souviens d'un jour où un petit morceau de verre m'est rentré dans l'œil. J'ai exactement la même sensation. Je n'arrête pas de penser que je voudrais prendre cette pierre et la frotter contre mon... Enfin, tu sais... Sauf que ce n'est pas vraiment comme une pensée. C'est même pas du tout comme une pensée. »
Oh oui, je sais, dit Steve. Il aurait tout donné pour qu'elle ne l'ait pas dit, parce que maintenant l'idée était dans son esprit à lui aussi. Il se voyait frottant cette foutue chose hideuse mais puissante, contre son pénis en érection. Et de là, il se vit avec elle en train de baiser par terre sous la rangée des patères, sous les corps pendus, la pierre grise entre eux, entre leurs dents. Steve écarta ces images, mais il ne savait pas combien de temps il parviendrait à les maintenir loin de lui. Il la regarda de nouveau et réussit à sourire. « Ne m'appelle pas mon chou à la crème, dit-il, et je ne te traiterai pas de tarte. » Elle poussa un long soupir tremblant au bord du rire. « Oui, ou quelque chose dans le genre, en tout cas, dit-elle. Je crois que ça pourra aller un peu mieux. » Il hocha la tête avec précaution. Oui, il avait toujours une érection historique, il aurait bien eu besoin qu'on l'en soulage, mais ses pensées semblaient un peu plus les siennes. S'il pouvait arriver à les détourner de ce morceau de pierre un petit moment encore, il se disait que ça irait. Mais pendant quelques secondes, ça avait été mauvais, fichtrement mauvais. Pendant ces quelques secondes, il avait compris ce que devraient ressentir des types comme Ted Bundy. Il aurait pu la tuer, il l'aurait tuée même, s'il n'avait pas rompu le contact physique avec elle au dernier moment. Ou bien il supposait qu'elle aurait pu le tuer. C'était comme si le sexe et le meurtre avaient en quelque sorte échangé leur rôle dans cette horrible petite ville. Sauf que même le sexe n'était plus du sexe, pas vraiment. Il se souvint comment, quand elle avait touché le loup, les lumières avaient vacillé et la radio s'était rallumée. Ni le sexe, dit-il, ni le meurtre, mais le pouvoir. Quoi? Oh, rien, dit Steve. Je vais nous ramener au-delà du centre-ville, vers la mine. Quoi? Le grand mur au sud? Ah oui, c'est une mine à ciel ouvert, répondit Steve. Il doit y avoir au moins une route de service qui la relie directement à la nationale 50. On va la trouver et la prendre. En fait, je suis content que celle-ci soit bloquée. Je ne veux pas repasser près de ce baraquement, ni de ce... Elle lui avait saisi le bras. Steve suivit son regard et vit quelque chose entrer dans le faisceau des phares du camion. La poussière était si épaisse qu'au début, l'animal ressembla à un fantôme, une sorte d'esprit invoqué par un sorcier indien 100 ans plus tôt. C'était un loup gris, de la taille d'un berger allemand, mais en plus élancé. Ses yeux étaient écarlates à la lumière des phares. Le suivant comme des laquais dans quelques contes de fées maléfiques, 2 rangées de scorpions avançaient, leurs aiguillons repliés sur le dos, et flanquant les scorpions, des coyotes, 2 de chaque côté, semblant sourire nerveusement. Il y eut une rafale de vent. Le camion oscilla sur ses amortisseurs. À leur gauche, l'auvent claquait comme une voile déchirée. « Le loup tient quelque chose dans sa gueule, dit Cynthia, d'une voix rauque. « Mais non, tu es folle, dit Steve. Mais alors que l'animal approchait, il vit qu'elle n'était pas folle. Le loup s'arrêta à 6 ou 7 mètres du camion, aussi imité et réel que sur une photo à haute résolution de la criminelle. Il baissa la tête et laissa tomber la chose qu'il tenait dans la bouche. Il la regarda attentivement un moment, puis recula 2-3 pas et s'assit, haletant. C'était la statue, gisant à présent à l'entrée du parking du café, tapis dans le sable, babine relevée, tête tordue, yeux perçants. Fureur, rage, sexe, puissance. Il semblait diffuser tout cela vers le camion en un cône dense, une sorte de champ magnétique. Et Steve se revit en train de baiser Cynthia, enfouie en elle comme une épée dans de la boue brûlante, tous deux face à face, les lèvres retroussées en un rictus identique, tandis qu'ils serraient le féroce coyote de pierre entre eux, comme un mort à cheval. « Est-ce que je vais le chercher » demanda Cynthia d'une voix presque endormie. « Eh, tu rigoles » dit Steve. C'était bien sa voix, avec son accent du Texas, mais pas ses mots, pas maintenant. Ces mots venaient de la radio dans sa tête, la radio que la statue de pierre avait allumée. Et ses yeux qui le regardaient dans la poussière. « Bah alors quoi » demanda-t-elle. Il la regarda et sourit. Son visage était horrible, il était merveilleux aussi. « On va aller le chercher ensemble, bien sûr. Est-ce que ça te va ?» Son esprit était l'orage maintenant, plein de vent hurlant d'un côté à l'autre, de haut en bas, poussant les images de ce qu'il allait lui faire et de ce qu'elle allait lui faire, de ce qu'il ferait à tous ceux qui se mettraient en travers de leur chemin. Elle lui sourit en retour, et avec ses joues creuses, son rictus cynique, on aurait dit une tête de mort. La lumière verdâtre du tableau de bord colorait son front et ses lèvres, emplissant ses orbites.
Elle sortit sa langue de ce sourire et l'agita comme la langue de serpent de la statue. Il tira sa propre langue et l'agita à son intention, puis il saisit la poignée de la portière. Il ferait la course jusqu'à la pierre, et il ferait l'amour parmi les scorpions en la tenant entre eux dans leur bouche. Après, tout ce qui pourrait arriver n'aurait plus d'importance, parce que, au véritable sens du mot, il serait parti. Johnny Marinville revint sur le trottoir et donna la bouteille de Jim Beam à Billingsley, qui la regarda avec les yeux incrédules d'un homme à qui on vient de dire qu'il a gagné au loto. « Tenez, Tom, dit-il, buvez un coup, mais un seul, attention, et passez au voisin. Rien pour moi, j'ai fait le serment. » Il regarda de l'autre côté de la rue, s'attendant à voir davantage de coyotes, mais il n'y en avait toujours que 5. « Je prendrai le 5e, se dit Johnny, en regardant le vétérinaire déboucher la bouteille de whisky. « Tu serais d'accord avec ça, Tom, hein? Bien sûr que tu serais d'accord. »« Mais qu'est-ce qui vous prend ?» demanda Marie. « Mais qu'est-ce que vous avez donc dans votre foutue tête ?»« Rien, répondit-il. Juste un nez cassé, mais je pense que ce n'est pas ce que vous voulez dire. » Billingsley releva la bouteille d'un coup de poignet bref et précis, qui semblait aussi rodé que la technique d'une infirmière maniant une seringue. Il toussa, des larmes lui vinrent aux yeux. Il remit le goulot contre ses lèvres, et Johnny lui arracha la bouteille des mains. « Ah non, pas question, vieux, dit Johnny. Et il tendit la bouteille à Ralph, qui la prit, la regarda, avala une petite gorgée, puis la proposa à Marie. « Non merci, dit-elle. »« Bon, allez-y, dit Ralph d'une voix calme, presque humble. « Il vaut mieux. » Elle adressa à Johnny un regard haineux et étonné à la fois, puis avala une gorgée. Elle toussa et éloigna la bouteille pour la regarder comme si c'était du poison. Ralph la reprit, subtilisa le bouchon dans la main gauche de Billingsley et la referma. Pendant ce temps, Johnny ouvrit la boîte d'aspirine et préleva une demi-douzaine de comprimés qu'il fit sauter un moment dans sa main, puis jeta dans sa bouche. « Allez, docteur, dit-il à Billingsley, conduisez-nous. » Pendant qu'ils descendaient la rue, Johnny leur raconta pourquoi il avait risqué de se casser le cou afin de récupérer son téléphone cellulaire. Les coyotes se levèrent et le suivirent. Johnny ne s'en inquiétait pas vraiment, mais qu'était-il censé faire de ces bêtes? Essayer de leur tirer dessus? Plutôt bruyant. Au moins, il n'y avait pas trace du flic. Et s'il le voyait surgir avant d'arriver au cinéma, il pourrait toujours se dissimuler dans une des autres maisons ou dans n'importe quel recoin assombri par l'orage. Il avala en grimaçant, car l'aspirine à demi liquéfiée lui brûlait la gorge, et voulut ranger la boîte dans sa poche de poitrine. Elle se heurta au téléphone, et il le sortit, glissa les comprimés à la place, et alors qu'il essayait de mettre le téléphone dans une de ses poches de pantalon, il se dit qu'il ne risquait rien d'essayer à nouveau. Il tira l'antenne et ouvrit le micro. Toujours pas de barre de transmission, et merde. « Vous croyez vraiment que c'était votre ami ?» demanda David. « Je le crois, oui, » répondit Johnny. « Est-ce que je peux essayer ?» demanda l'enfant en tendant la main. Il y avait quelque chose dans sa voix. Son père l'entendit aussi. Johnny le sut à la façon dont l'homme le regardait. « David, mon garçon, est-ce que ça... Oh, s'il vous plaît, est-ce que je peux essayer ?»« Oh, bien sûr, si tu veux, » répondit Johnny. Il lui tendit le téléphone inutile, et David le prit. Johnny vit alors 3 barres apparaître près du S, pas une ni 2, mais 3. « Nom de Dieu, fit-il. » Johnny reprit le téléphone. David, qui étudiait les fonctions du clavier, n'avait vu la main se tendre que trop tard pour l'arrêter. À peine le téléphone cellulaire était-il revenu dans les mains de Johnny que les barres de transmission disparaissaient, laissant le S tout seul. « Elles ne sont jamais apparues, tu le sais, n'est-ce pas ?» se dit-il. « Tu as été victime d'une hallucination. »« Rendez-le-moi » cria David. Johnny fut stupéfait, cette colère dans sa voix. Le téléphone lui fut repris, mais pas assez vite pour qu'il ne voie les barres de transmission reparaître, hors luisant dans la nuit. « C'est tellement idiot, » dit Marie, en se retournant vers eux, puis de l'autre côté de la rue, vers les coyotes qui s'étaient arrêtés en même temps que leur groupe. « Mais si c'est votre façon de faire, on pourrait aussi bien sortir une table et se saouler au milieu de cette putain de rue. » Mais personne ne l'écouta. Billingsley avait toujours le regard fixé sur la bouteille de Jim Beam. Johnny et Ralph regardaient l'enfant qui pianotait sur le clavier à la vitesse d'un vétéran des jeux vidéo, passant très vite le nom de l'agent, de l'éditeur et de l'ex-épouse de Johnny pour arriver enfin à Steve.
« David, qu'est-ce qu'il y a » demanda Ralph. « Est-ce que c'est lui, monsieur Marinville » demanda l'enfant, qui n'écoutait pas son père. « C'est le type dans le camion, ce Steve. »« Oui, » répondit Johnny. Et David pressa le bouton « Envoi ». Steve connaissait l'expression « sauvé par le gong », mais dans ce cas, ça frôlait le ridicule. À la seconde où ses doigts trouvaient la poignée, et où il entendait Cynthia saisir la sienne à l'autre bout du siège, le téléphone cellulaire émit son cri nasal. « Mip, mip ». Steve se figea, regarda le téléphone, regarda Cynthia, dont la porte était déjà entr'ouverte. Elle le regardait, et son sourire s'effaçait peu à peu. « Mip, mip ». « Alors » demanda-t-elle, « tu ne vas pas répondre ?» Il y avait dans sa voix un accent presque conjugal qui le fit rire. Dehors, le loup pointa son nez vers le ciel pour hurler, comme s'il avait entendu le rire de Steve et le désapprouvait. Les coyotes semblèrent considérer ce hurlement comme un signal. Ils se levèrent et disparurent comme ils étaient venus, s'enfonçant tête basse dans le nuage de sable. Les scorpions étaient déjà partis, s'ils avaient jamais été là. Peut-être n'y en avait-il jamais eu. Il avait l'impression que sa tête était une maison hantée, pleine d'hallucinations et de faux souvenirs, pareils à des fantômes. Mip, mip. Il décrocha le combiné du tableau de bord, pressa le bouton Envoi et le colla à son oreille. Ce faisant, il regardait le loup, et le loup le regardait aussi. « Patron ? Patron, c'est toi ?» Bien sûr que c'était lui. Qui d'autre aurait pu l'appeler ? Sauf que ce n'était pas lui, c'était un gosse. « Est-ce que vous vous appelez Steve ?»« Oui, » répondit Steve. « Mais d'où tiens-tu le téléphone du patron ?»« C'est sans importance, » répondit le gosse. « Est-ce que vous avez des ennuis ? Vous en avez, non ?»« Je ne... » commença Steve, mais il referma la bouche. Dehors, le vent hurlait autour de la cabine du rider. Il tenait le petit téléphone sur le côté de sa tête et regardait le loup par-delà un morceau du busard. Les images crues de sexe mêlées de violence qui avaient occupé son esprit s'éloignaient, mais le souvenir du pouvoir qu'elle avait exercé sur lui restait aussi vivace que certains cauchemars. « Oui, » répondit-il, « je crois qu'on peut le dire. »« Est-ce que vous êtes dans le camion qu'on a vu ?» demanda à nouveau le gosse. « Si vous avez vu un camion, » répondit Steve, « c'est probablement le nôtre, oui. Mais est-ce que mon patron est avec toi ?»« Oui, monsieur Marinville est ici, » répondit l'enfant, « et il va bien. Et vous, est-ce que vous allez bien ?»« Je n'en sais trop rien, » dit Steve. « Il y a un loup, et il a apporté ce truc. C'est comme une statue, mais... » Il sentit la main de Cynthia, qui passait tout en bas de son champ de vision. Elle klaxonna. Steve sursauta. À l'entrée du parking, le loup sursauta aussi. Steve vit ses babines se retrousser pour grogner. Ses oreilles s'aplatirent contre son crâne. « Il n'aime pas le klaxon, se dit-il. Puis il lui vint une autre pensée. Une de ces pensées simples qui vous donnent envie de vous frapper le front du plat de la main, comme pour punir votre cerveau paresseux. S'il ne veut pas sortir de mon chemin, je peux lui passer dessus, non ? Oh oui, il le pouvait. Après tout, c'est lui qui était dans le camion. « Qu'est-ce que c'était » demanda l'enfant d'un ton impérieux. « Pourquoi est-ce que vous avez fait ça » rectifia-t-il. « On a de la compagnie, » dit Steve, « et on essaye de s'en débarrasser. » Cynthia klaxonna de nouveau. Le loup se leva. Il avait toujours les oreilles couchées. Il semblait vexé, mais un peu troublé aussi. Quand Cynthia klaxonna pour la 3e fois, Steve posa la main sur la sienne pour l'aider. Le loup les regarda encore un moment, la tête inclinée, ses yeux jaunes verdâtres luisant méchamment dans la lumière des phares. Puis il se pencha, saisit la statue entre ses dents et disparut comme il était venu. Steve regarda Cynthia et elle le regarda. Elle avait encore l'air effrayée, mais elle souriait un peu quand même. « Steve » demanda la petite voix lointaine. « Steve, est-ce que vous êtes toujours là ?»« Oui, oui, » répondit-il. « Et vous avez toujours de la compagnie ?»« Non, elle est partie. Enfin, pour l'instant, du moins. Le problème, c'est de savoir ce qu'on fait maintenant. As-tu des suggestions ?»« Oui, j'en ai une peut-être, » dit l'enfant, d'une voix dans laquelle Steve crut aussi déceler un sourire. « Comment est-ce que tu t'appelles » demanda Steve. Derrière eux, dans la direction du bâtiment municipal, quelque chose céda au vent et tomba avec un énorme fracas. Marie se retourna brusquement pour regarder dans cette direction, mais elle ne vit rien. Elle fut reconnaissante pour la gorgée de whisky que Carver l'avait incité à prendre.
Sans cela, ce bruit, qu'elle identifia comme étant une vitre tombant dans la rue, l'aurait terrorisée. L'enfant parlait toujours au téléphone. Les trois hommes l'entouraient, et Marie voyait à quel point Marinville avait envie de lui reprendre l'appareil, mais elle voyait aussi qu'il n'osait pas. « Ça ne te ferait pas de mal de ne pas pouvoir obtenir ce que tu veux, hein, Johnny? Ça te ferait même un bien fou. »« Oui, j'en ai une peut-être, » disait David avec un petit sourire. Il écouta, donna son prénom, puis se tourna de façon à se trouver face au club du hibou. Il baissa la tête, et quand il se remit à parler, Marie entendit à peine ses paroles. Une sorte d'émerveillement incrédule s'empara d'elle, comme un étourdissement. « Il ne veut pas que les coyotes entendent ce qu'il dit depuis l'autre côté de la rue. Je sais que ça a l'air idiot, mais c'est ce qu'il fait. Et vous savez quoi? Il y a plus fou encore. Je crois qu'il a raison. »« Il y a un vieux cinéma, » dit David à voix basse. « L'Ouest américain, » dit-il, en regardant Billingsley pour qu'il confirme. « Dis-lui de passer par derrière, » suggéra Billingsley, après avoir approuvé de la tête. Marie se dit alors que si elle était folle, du moins elle n'était pas la seule. Billingsley aussi avait parlé à voix basse, et il avait jeté un rapide coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer que les coyotes ne se rapprochaient pas pour essayer d'entendre. Quand il fut certain qu'ils étaient toujours sur le trottoir devant l'immeuble de la voirie et du service des eaux, il se pencha à nouveau vers David. « Dis-lui qu'il y a une ruelle. » C'est ce que fit le petit garçon, et quand il eut terminé, Marinville eut apparemment une idée. Il allait prendre le téléphone quand il se retint. « Dis-lui de garer le camion loin du cinéma. » Le grand romancier américain parlait aussi à voix basse, et il avait une main devant la bouche, comme s'il croyait l'un de ces coyotes capable de lire sur ses lèvres. « S'il le gare devant, et qu'Antragan revient... » David hocha la tête et transmit le message. Il écouta Steve lui dire quelque chose, hocha la tête et sourit à nouveau. Les yeux de Marie se reportèrent sur les coyotes. Tandis qu'elle les regardait, elle se rendit compte d'une chose excessivement perverse. S'ils réussissaient à se cacher et à échapper à Entragian assez longtemps et se regrouper pour sortir de la ville, une part d'elle-même le regretterait. Parce que, une fois que ce serait terminé, il lui faudrait affronter la réalité de la mort de Peter. Il faudrait qu'elle pleure son mari et l'anéantissement de la vie qu'ils avaient construite. Et ce n'était sans doute pas le pire. Il faudrait aussi qu'elle pense à tout ça, qu'elle essaye d'en trouver le sens, et elle n'était pas certaine d'y parvenir. Elle n'était d'ailleurs pas sûre qu'aucun d'entre eux serait capable de le faire, sauf peut-être David. « Venez aussi vite que vous pourrez, » dit David. Il y eut un léger signal quand il pressa le bouton fin. Il rentra l'antenne et rendit le téléphone à Johnny, qui ressortit immédiatement l'antenne, scruta l'écran, hocha la tête et referma le téléphone. « Mais comment as-tu fait ça, David? C'est de la magie ?»« Non, c'est Dieu, » dit l'enfant, en le regardant comme s'il était fou. « Ah oui, Dieu, imbécile, » dit Marie, avec un sourire qui ne lui était pas familier du tout. Ce n'était pas le moment d'agacer Marinville, mais elle ne pouvait y résister. « Peut-être aurais-tu seulement dû dire à l'ami de M. Marinville de venir nous prendre, » dit Ralph. « Ça aurait probablement été le plus simple, David. »« Non, ce n'est pas simple, » répondit-il. « Steve vous le dira quand ils seront là. »« Seront ?» demanda Marinville. « Et puis, il y a maman, » dit David à son père, sans s'occuper de l'écrivain. « On ne partira pas sans elle. »« Et qu'est-ce qu'on fait d'eux ?» demanda Marie en montrant les coyotes en face. Elle aurait juré que non seulement ils avaient vu son geste, mais ils l'avaient compris. Marinville descendit sur la chaussée, ses longs cheveux gris soulevés par le vent, lui donnant l'aspect d'un prophète de l'Ancien Testament. Les coyotes se levèrent, et le vent apporta le son de leurs grognements jusqu'au petit groupe. Marinville ne pouvait pas ne pas les entendre, mais il fit néanmoins un ou deux pas de plus. Il ferma presque les yeux un instant, non pas pour éviter le sable, mais pour essayer de se souvenir de quelque chose. Puis il claqua une fois dans ses mains. « Tac !» dit-il. Un des coyotes leva le nez et hurla. Son cri fit frissonner Marie. « Tac ! Ah là ! Tac !» continuait-il. Les coyotes semblèrent se rapprocher un peu les uns des autres, mais ce fut tout. Marinville claqua une fois encore dans ses mains. « Tac ! Ah là ! Tac ! Oh, et merde, je n'ai jamais été doué pour les langues étrangères de toute façon. » Il resta un moment à les regarder d'un air dégoûté et indécis. Le fait qu'il puisse l'attaquer, lui et sa Mossberg vide, semblait l'idée la plus éloignée de son esprit. David descendit sur la chaussée, son père le rattrapa par l'encolure. « Non, c'est bon, papa, » dit David.
Ralph le lâcha, mais le suivit jusqu'à Marinville. Et alors l'enfant dit une phrase dont Marie pensa qu'elle se souviendrait même si son esprit réussissait à effacer tout le reste de sa mémoire. C'était le genre de phrase qui revenait dans les rêves, sinon ailleurs. « Ne leur parlez pas la langue des morts, monsieur Marinville. » David avança d'un pas encore. Il était maintenant seul au milieu de la rue, avec Ralph et Marinville debout derrière lui. Marie et Billingsley étaient restés sur le trottoir. Le vent hurlait de plus belle. Marie sentait le sable lui piquer le front et les joues, mais pour l'instant cela lui semblait très loin, sans importance. David joignit ses mains devant sa bouche dans un geste enfantin de prière, puis il les ouvrit, paume levée, vers les coyotes. « Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que la face du Seigneur vous illumine et vous élève et vous donne la paix. Maintenant, partez, allez vous promener. » Ce fut comme si un essaim d'abeilles s'était posé sur eux. Ils pivotèrent, masse maladroite et désordonnée de museaux, d'oreilles, de dents et de queues, se frappant les flancs sans épargner ceux des autres. Puis ils partirent en courant, jappant et hurlant comme après une douloureuse bataille. Elle les entendit par-delà le cri du vent pendant longtemps. David se retourna, regarda leur visage éberlué, dont l'expression était trop évidente pour qu'il pût l'ignorer même dans l'obscurité, et David sourit faiblement. Il haussa les épaules, comme pour dire « Et alors, qu'est-ce que vous allez faire ?» Et Marie remarqua que son visage était toujours verdi par le savon, comme un maquillage de carnaval raté. « Allez, venez, dit David, allons-y. » Et un petit enfant les conduira, claironna Marinville. « Alors, en route, mon garçon, conduis-nous. » Ils se rassemblèrent sur la chaussée et s'éloignèrent tous les cinq vers le nord, dans Main Street, en direction du cinéma l'Ouest américain.